Imaginez un instant que vous puissiez voyager dans le temps il y a 3 ans et marcher dans les rues poussiéreuses de l'une des villes les plus célèbres de l'histoire biblique. Nous parlons de Jéricho, cette ville que la Bible mentionne comme la cité des palmiers dans Deutéronome 34, verset 3. Savez-vous ce qui attire le plus mon attention lorsque je lis sur Jéricho dans les Écritures? Ce n'était pas simplement une ville quelconque perdue dans le désert. C'était une oasis, un véritable paradis au milieu de l'aridité de la vallée du Jourdain. Et quand je dis paradis, je n'exagère pas. L'emplacement de Jéricho était stratégiquement parfait. Imaginez une ville située à plus de 250 mètres sous le niveau de la mer, dans la vallée la plus profonde de la terre. C'était comme un refuge naturel où les caravanes pouvaient se reposer après avoir traversé le désert. Les palmiers dattiers s'élevaient comme des sentinelles vertes, offrant ombre et nourriture aux voyageurs fatigués. Mais voici ce qui est intéressant. Quand nous parlons d'il y a 3 ans, nous parlons de l'époque des juges, lorsque Israël s'établissait dans la terre promise. Jéricho était déjà une ville ancienne à cette époque. Les archéologues nous disent que des gens y vivaient depuis plus de 8 ans. Vous rendez compte? C'était l'une des villes les plus anciennes du monde connu. Les habitants de Jéricho à cette époque étaient principalement des Cananéens. Ce peuple que la Bible mentionne constamment, c'étaient des gens qui avaient perfectionné l'art de vivre dans le désert, d'utiliser chaque goutte d'eau et chaque parcelle de terre fertile à leur disposition. Les maisons étaient construites avec des briques de boue séchées au soleil, un matériau bon marché et efficace pour le climat. Les rues étaient étroites, conçues ainsi pour que les ombres gardent l'air frais pendant les heures les plus chaudes de la journée. C'était une sagesse architecturale transmise de génération en génération. L'eau était le trésor le plus précieux de Jéricho. La ville dépendait d'une source qui jaillissait du sol, cette même source que le prophète Élisée purifierait des années plus tard, comme le raconte le 2e livre des Rois, chapitre 2, versets 19 à 22. Cette source était la raison d'être de toute la ville, la source de vie qui permettait à la végétation de fleurir et aux familles de s'y établir. Les enfants de Jéricho grandissaient parmi les palmiers et les vergers, apprenant dès leur plus jeune âge les secrets du désert. Les femmes travaillaient dans leurs maisons à moudre le grain, tisser des étoffes et s'occuper des chèvres et des moutons qui paissaient aux alentours. Les hommes se consacraient au commerce, à l'agriculture et à la défense de la ville. C'était une vie rythmée par les cycles naturels, où chaque saison apportait ses propres défis et bénédictions. La survie dépendait de la coopération, des connaissances ancestrales et de l'adaptation constante à un environnement qui pouvait être à la fois généreux et implacable. Voici maintenant la partie que nous connaissons tous grâce à l'histoire biblique, mais que peu de gens comprennent vraiment d'un point de vue archéologique et historique. Nous parlons de ces fameux murs de Jéricho qui, selon le livre de Josué, chapitre 6, s'effondrèrent au son des trompettes israélites. Mais avant d'arriver à ce moment dramatique, nous devons comprendre comment fonctionnait vraiment le système défensif de cette ville il y a 3 ans. Et je peux vous assurer qu'il était bien plus impressionnant que ce que la plupart des gens imaginent. Les murs de Jéricho n'étaient pas simplement une grande enceinte autour de la ville. C'était un système défensif complexe, conçu par des ingénieurs qui savaient très bien ce qu'ils faisaient. Les archéologues ont trouvé des preuves qu'il y avait des doubles murs dans certains secteurs, avec un espace entre eux utilisé pour stocker des provisions ou comme refuge supplémentaire pendant les attaques. Le mur principal avait une épaisseur d'environ 3 mètres à certains endroits, construit avec d'énormes pierres à la base et des briques de boue dans la partie supérieure. Mais voici ce qui m'impressionne le plus. La hauteur de ces murs pouvait atteindre 15 mètres dans certains secteurs. Imaginez-vous devant ce mur géant, sachant qu'il protégeait une ville prospère qui se défendait férocement. Les portes de la ville étaient de véritables forteresses à elles seules. Ce n'étaient pas de simples ouvertures dans le mur, mais des structures complexes avec des portes multiples, des chambres de garde et des systèmes de défense capables de résister aux attaques les plus féroces de l'époque. Au sommet des murs, il y avait des créneaux, ces structures dentelées qui permettaient aux défenseurs de tirer des flèches et de lancer des pierres, tout en restant protégés. Il y avait aussi des tours de guet stratégiquement placées qui offraient une vue sur de grandes distances dans la vallée du Jourdain. Mais ce qui me fascine vraiment, c'est comment les gens vivaient intégrés à ce système défensif. Certaines maisons étaient littéralement construites sur ou contre les murs, comme la maison de Rahab mentionnée dans Josué, chapitre 2, verset 15.
Ces maisons utilisaient la structure du mur comme l'une de leurs parois, ce qui était à la fois pratique et économique. Les gardes qui défendaient les murs n'étaient pas des soldats professionnels comme aujourd'hui. C'étaient des citoyens ordinaires qui se relayaient pour maintenir la vigilance. Pendant la journée, ils pouvaient travailler dans leurs champs ou leur commerce, mais quand venait leur tour de garde, ils montaient sur les murs avec leurs arcs, lances et frondes. L'entretien de ces murs était la responsabilité de toute la communauté. Quand les pluies d'hiver affaiblissaient les briques de boue ou qu'une section était endommagée, tous les habitants participaient aux réparations. C'était une question de survie collective. La ville avait également des systèmes d'alarme sophistiqués pour l'époque. Il y avait des signaux de fumée pendant le jour et des feux la nuit qui pouvaient communiquer des messages à d'autres villes alliées ou avertir de l'approche d'armées ennemies. À l'intérieur des murs, les espaces étaient soigneusement organisés. Les maisons des nobles et des riches marchands se trouvaient dans les zones les plus protégées, tandis que les artisans et les travailleurs vivaient plus près des murs extérieurs. Entrons maintenant dans l'intimité d'une famille typique de Jéricho il y a 300 ans. Vous serez surpris de découvrir que beaucoup de leurs coutumes et traditions étaient assez différentes de ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais en même temps, certains aspects de la vie familiale nous seraient très familiers. La maison moyenne à Jéricho était bien plus petite que ce à quoi nous sommes habitués. Une famille typique vivait dans une structure de 2 ou 3 pièces construite autour d'une cour centrale. Cette cour était le cœur de la vie familiale, où l'on cuisinait, travaillait et socialisait pendant les heures les plus fraîches de la journée. Les murs étaient faits de briques de boue mélangées à de la paille, une technique que les Israélites connaissaient très bien depuis leur temps en Égypte, comme le mentionne Exode, chapitre 5, verset 7. Le toit était plat, fait de poutres en bois recouvertes de boue et de paille compactée. Ce toit plat était essentiel, car il servait d'espace supplémentaire pour sécher les grains, les fruits et pour dormir pendant les nuits chaudes d'été. La famille typique se composait de 3 générations vivant sous le même toit. Les grands-parents, les parents et les enfants partageaient non seulement l'espace physique, mais aussi les responsabilités et les connaissances ancestrales. Le patriarche de la famille prenait les décisions importantes, mais les femmes jouaient un rôle fondamental dans la gestion du foyer et l'éducation des enfants. Les femmes de Jéricho étaient expertes dans de nombreux métiers. Elles moudraient le grain avec des meules à main, tissaient les vêtements de la famille sur des métiers simples mais efficaces et préparaient les aliments en utilisant des techniques culinaires perfectionnées au fil des siècles. La cuisine se faisait principalement dans des fours en argile construits dans la cour. Ces fours pouvaient être utilisés pour faire du pain, des ragoûts et de la viande. Le combustible principal était le bois sec et le fumier d'animaux, soigneusement conservés car rares dans cette région aride. Les enfants commençaient à travailler dès leur plus jeune âge. Les garçons accompagnaient leur père dans les champs et apprenaient les métiers familiaux, tandis que les filles aidaient leur mère aux tâches domestiques et à s'occuper des frères et sœurs plus jeunes. L'éducation formelle, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'existait pas, mais il y avait une transmission constante de connaissances pratiques et de traditions culturelles. Les meubles étaient rares et simples. Les familles dormaient sur des nattes ou des matelas de paille posés sur le sol et rangeaient leurs quelques possessions dans des jarres en argile ou des niches creusées dans les murs. Les vêtements se limitaient à quelques tuniques pour chaque membre de la famille, et les chaussures étaient un luxe que beaucoup ne pouvaient pas se permettre. L'hygiène personnelle était importante, bien que les méthodes diffèrent des nôtres. Ils se lavaient dans des récipients en argile avec de l'eau chauffée au soleil et utilisaient des huiles parfumées et des herbes pour rester propres et odorants. Les femmes se paraient de bijoux simples en cuivre, bronze et pierres semi-précieuses obtenues par le commerce. La vie familiale tournait autour des cycles religieux et saisonniers. Il y avait des fêtes marquant les périodes de semailles et de récolte, des célébrations qui renforçaient les liens familiaux et communautaires, et des rituels qui connectaient la famille à ses traditions ancestrales et à ses dieux protecteurs. Si quelque chose me fascine dans l'histoire ancienne, c'est de découvrir comment fonctionnait le commerce à cette époque. Et Jéricho, par son emplacement stratégique, était un véritable joyau commercial il y a 300 ans. C'était comme une station-service moderne, mais en plein désert du Moyen-Orient. Imaginez l'agitation qui régnait sur le marché central de Jéricho. Chaque matin, les marchands arrivaient avec leurs caravanes depuis des lieux aussi lointains que l'Égypte, la Mésopotamie et les côtes de la Méditerranée. C'était un véritable carrefour de culture
où se mêlaient langues, coutumes et produits du monde connu de l'époque. La monnaie, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'existait pas. Tout le commerce se faisait par troc ou avec de petits morceaux d'argent pesés sur des balances. Les marchands devaient être de véritables experts pour évaluer la valeur de chaque produit, des épices exotiques au bétail et aux outils de travail. Les produits commercialisés à Jéricho étaient incroyablement variés. D'Égypte arrivait du lin fin, du papyrus et des bijoux élaborés. De Mésopotamie venaient des tissus luxueux et des outils en bronze et en fer. Les caravanes venant du nord apportaient du bois de cèdre du Liban, si précieux que le roi Salomon l'utiliserait plus tard pour construire le temple, comme le mentionne le premier livre des rois, chapitre 5, verset 6. Les marchands locaux de Jéricho se spécialisaient dans les produits du désert et de l'oasis. Ils vendaient des dattes de leurs palmiers, du miel, de l'huile d'olive et des produits laitiers des chèvres et moutons paissant aux alentours. Ils commercialisaient aussi le sel de la mer morte, très proche, et du bitume naturel, utilisé pour imperméabiliser les embarcations et les constructions. Le marché n'était pas seulement un lieu d'échange économique, mais aussi un centre d'information. Les marchands apportaient des nouvelles d'autres villes, racontaient des histoires de terres lointaines et partageaient des informations sur les routes commerciales, les conditions météorologiques et les situations politiques pouvant affecter le commerce. Les femmes participaient activement au commerce local. Elles vendaient des produits ménagers comme du pain frais, de la bière artisanale, des tissus et de la poterie. Certaines se spécialisaient dans les herbes médicinales et les cosmétiques naturels préparés avec des recettes secrètes transmises de mère en fille. Les artisans avaient leur propre section sur le marché. Les forgerons travaillaient le bronze et le fer pour créer outils, armes et ustensiles domestiques. Les potiers façonnaient des jarres, des assiettes et des lampes à huile. Les tanneurs préparaient des pots pour faire des outres, des sandales et des courroies. Un des aspects les plus intéressants du commerce à Jéricho était le système de crédit informel qui existait. Les marchands se connaissaient entre eux et développaient des relations de confiance leur permettant de faire des affaires sans paiement immédiat. C'était un système basé sur la réputation et la parole donnée. Les caravanes faisant halte à Jéricho avaient besoin de services d'hébergement et de nourriture pour eux et leurs animaux. Cela avait créé toute une industrie secondaire d'auberges, d'écuries et de fournisseurs de fourrage employant de nombreuses familles locales. Le marché était aussi le lieu où l'on embauchait des travailleurs saisonniers pour les récoltes, où l'on arrangeait des mariages entre familles de différentes régions et où l'on célébrait des festivals mêlant commerce, divertissement et célébrations religieuses. Dans le désert, l'eau vaut plus que l'or, et cela était particulièrement vrai à Jéricho il y a 3 ans. La survie de toute la ville dépendait d'un ingénieux système de gestion de l'eau, perfectionné au fil des siècles par des générations d'agriculteurs cananéens. Le cœur de ce système était la source de Jéricho, cette source naturelle d'eau douce et abondante jaillissant du sol. Mais ce qui m'impressionne vraiment, c'est comment les habitants avaient réussi à exploiter chaque goutte de cette eau précieuse pour créer un véritable oasis au milieu du désert. Les canaux d'irrigation serpentaient à travers toute la ville et s'étendaient vers les champs environnants comme des veines apportant la vie à chaque recoin. Ces canaux étaient construits avec une précision mathématique incroyable, calculant les pentes exactes pour que l'eau s'écoule sans gaspillage et atteigne tous les vergers et jardins. Les agriculteurs de Jéricho avaient développé des techniques de culture exploitant au maximum les terres fertiles limitées disponibles. Ils cultivaient en terrasse, ces escaliers de terre permettant d'utiliser les flancs de collines et d'éviter que les pluies n'emportent la bonne terre lors des précipitations hivernales, rares mais intenses. Les palmiers dattiers étaient la culture principale et la plus précieuse. Un palmier adulte pouvait produire jusqu'à 150 kg de dattes par an, et ces arbres pouvaient vivre et produire pendant plus de 100 ans. Imaginez le patrimoine que représentait une palmeraie pour une famille. C'était comme avoir un compte d'épargne rapportant des intérêts chaque année. Mais ils ne cultivaient pas que des palmiers. Les vergers de Jéricho produisaient aussi des figues, des grenades, des raisins et des olives. Ces cultures étaient soigneusement planifiées pour qu'il y ait des récoltes à différentes périodes de l'année, assurant un approvisionnement constant en nourriture fraîche pour la population. La technique d'irrigation goutte à goutte, que nous croyons moderne, était déjà utilisée par les agriculteurs de Jéricho il y a 3 ans,
bien que de manière beaucoup plus simple. Ils utilisaient des jarres en argile avec de petits trous enterrés près des plantes, permettant à l'eau de s'infiltrer lentement vers les racines. Les animaux faisaient aussi partie intégrante du système agricole. Les chèvres et moutons fournissaient non seulement lait, viande et laine, mais leur fumier était le principal engrais pour les cultures. Les bœufs servaient à labourer les champs, bien que ceux-ci fussent petits et que le travail se fit souvent avec des outils manuels. La récolte était un événement communautaire impliquant toute la famille et parfois des familles voisines s'entraidant mutuellement. Les grains étaient stockés dans des silos souterrains creusés dans la roche où ils restaient secs et protégés des rongeurs pendant des mois. Les agriculteurs avaient appris à lire les signes de la nature pour prévoir les pluies et planifier leur culture. Ils observaient le comportement des animaux, les changements de vent et les formations nuageuses pour savoir quand semer et quand récolter. Le système de distribution de l'eau était régulé par des règles communautaires très strictes. Chaque famille avait droit à une certaine quantité d'eau à des jours précis de la semaine, et des gardiens veillaient à ce que personne ne prenne plus que sa part. C'était un système de survie collective où la coopération était essentielle. Pendant les sécheresses, qui pouvaient durer plusieurs années, les habitants de Jéricho avaient développé des techniques de survie incluant le rationnement strict de l'eau et de la nourriture, la culture d'urgence dans les cours intérieures et des systèmes de tunnels pour communiquer avec l'extérieur. Nous abordons maintenant l'un des aspects les plus fascinants et complexes de la vie. À Jéricho, il y a 300 ans, le monde religieux des Cananéens. Et je vous préviens, certaines de ces pratiques vont vous choquer, car elles étaient très différentes de la foi monothéiste que nous connaissons par la Bible. Les habitants de Jéricho étaient polythéistes, adorant de multiples dieux, chacun avec des fonctions spécifiques dans la vie quotidienne. Le dieu principal était Baal, dont le nom signifie seigneur ou maître, considéré comme le dieu de la pluie, de la fertilité et de l'agriculture. Pour une ville dépendant complètement de l'eau et de l'agriculture, Baal était littéralement une question de vie ou de mort. Avec Baal se trouvait Ashéra, la déesse mère, souvent représentée par des poteaux de bois ou des arbres sacrés. Elle était la déesse de la fertilité, tant de la terre que des femmes, et son culte incluait des rituels que la Bible condamne à plusieurs reprises, comme nous le voyons dans le premier livre des Rois, chapitre 18, verset 19. Les temples cananéens étaient très différents des synagogues ou églises que nous connaissons. C'étaient des structures élaborées avec des cours ouvertes où l'on pratiquait des sacrifices d'animaux et, dans certains cas, des sacrifices humains. Ces temples avaient des prostituées sacrées, hommes et femmes, participant à des rituels de fertilité que les Cananéens croyaient nécessaires pour assurer la prospérité de leurs récoltes et familles. Les rituels religieux étaient intimement liés aux cycles agricoles. Pendant la saison des semailles, des cérémonies demandaient à Baal d'envoyer les pluies nécessaires. Pendant les récoltes, des festivals de gratitude duraient plusieurs jours, incluant des banquets communautaires, des danses et de la musique. Les prêtres cananéens étaient des figures très puissantes dans la société. Non seulement ils dirigeaient les rituels religieux, mais ils servaient aussi de conseillers, de juges dans les disputes légales et de gardiens du savoir astronomique et médical. Ils savaient lire les astres, prédire les éclipses et comprenaient l'usage médicinal des plantes. Une pratique qui nous semble particulièrement choquante était le sacrifice d'enfants, surtout des premiers-nés, en période de crise extrême. Les archéologues ont trouvé des preuves de ces sacrifices sur plusieurs sites cananéens, dont des urnes contenant des restes de bébés enterrés dans les fondations de bâtiments importants. Les amulettes et talismans faisaient partie intégrante de la vie religieuse quotidienne. Les familles possédaient de petites idoles domestiques appelées téraphim, censées protéger le foyer et apporter la prospérité. Ces idoles sont mentionnées dans Genèse, chapitre 30 et 1, versets 19 et 34, lorsque Rachel les vole chez son père. Les rituels de divination étaient très courants. Les prêtres prédisaient l'avenir en examinant les entrailles d'animaux sacrifiés, en interprétant le vol des oiseaux et en observant les formations d'huile dans l'eau. Ces pratiques sont spécifiquement interdites dans Deutéronome, chapitre 18, versets 10 à 12. Les hauts lieux, Bamoth en hébreu, étaient des sites de culte situés sur des collines et montagnes autour de Jéricho. Ces lieux avaient des autels de pierre, des poteaux d'Ashéra et souvent des statues des dieux.
Il était courant que les familles montent à ces endroits pendant les fêtes religieuses ou en période de besoins particuliers. Le culte des morts était aussi important dans la religion cananéenne. On croyait que les ancêtres pouvaient influencer la vie des vivants, donc on leur faisait régulièrement des offrandes de nourriture et de boissons. Les tombes familiales étaient des lieux sacrés où l'on célébrait des cérémonies pour honorer les défunts. Les fêtes religieuses marquaient le calendrier annuel et étaient des événements combinant adoration, commerce et divertissement. Pendant ces fêtes, les gens venaient des villes voisines. On arrangeait des mariages, on concluait des accords commerciaux et on renforçait les liens communautaires. La vie à Jéricho, il y a 3000 ans, était rythmée par un calendrier constant de fêtes et célébrations, connectant la communauté au cycle de la nature et à ses traditions ancestrales. Ces fêtes n'étaient pas simplement des événements religieux, mais de véritables explosions de vie communautaire, renforçant les liens sociaux et économiques de toute la région. L'année commençait avec la fête d'Esmaï, coïncidant avec les premières pluies d'automne. Pendant 3 jours, toute la ville se transformait en une grande célébration où l'on demandait à Baal d'envoyer des pluies abondantes pour les cultures. Les familles décoraient leurs maisons avec des branches vertes, préparaient des repas spéciaux et participaient à des danses communautaires se prolongeant jusqu'à tard dans la nuit. La fête la plus importante de l'année était la célébration des récoltes durant une semaine entière. C'était comme une combinaison d'actions de grâce, de carnaval et de foires commerciales tout en un. Les agriculteurs apportaient les premiers fruits de leur récolte au temple principal, où les prêtres les bénissaient avant qu'ils ne soient distribués à la communauté. Pendant ces fêtes, la musique remplissait les rues de Jéricho. Les musiciens jouaient des lyres, des tambours, des flûtes et des cymbales, instruments fréquemment mentionnés dans la Bible, comme dans le psaume 150, versets 3 à 5. Les femmes dirigeaient des chœurs chantant des chansons traditionnelles transmises oralement depuis des générations. Les banquets communautaires étaient spectaculaires. Les familles contribuaient avec différents plats, agneaux rôtis, pain frais, fruits, vin et bière fermentés à l'orge. Ces banquets ne satisfaisaient pas seulement la faim, mais redistribuaient aussi la richesse de la communauté, assurant que même les familles les plus pauvres puissent participer à l'abondance. Les jeux et compétitions faisaient partie intégrante des festivités. Les jeunes hommes rivalisaient en course, lutte, tir à l'arc et lancer de javelot. Ces compétitions n'étaient pas seulement divertissantes, mais aussi une façon d'entraîner les hommes à la guerre et d'identifier les meilleurs guerriers de la communauté. Les marchés spéciaux pendant les fêtes attiraient des marchands de toute la région. C'était la période de l'année où arrivaient les produits les plus exotiques et luxueux, épices de terre lointaines, bijoux élaborés, tissus fins et outils spécialisés. Les prix montaient, mais les gens étaient de prêts à dépenser car c'était un temps de prospérité et de célébration. Les cérémonies de mariage se concentraient pendant ces fêtes, car c'est alors que se réunissaient le plus de familles de différentes villes. Les parents profitaient de l'occasion pour arranger des mariages entre leurs enfants. Et les cérémonies devenaient des événements communautaires, pouvant durer plusieurs jours avec processions, musique et banquets impliquant des centaines de personnes. Les rituels d'initiation pour les jeunes atteignant l'âge adulte avaient aussi lieu pendant les principales fêtes. Les garçons passaient des épreuves d'endurance et d'habileté, les marquant comme hommes adultes, tandis que les filles participaient à des cérémonies les préparant au mariage et à la maternité. Les fêtes avaient également une importante composante éducative. Les anciens racontaient des histoires traditionnelles enseignant les valeurs et l'histoire de la communauté. Ces histoires étaient mémorisées et transmises de génération en génération, préservant l'identité culturelle du peuple. Les rituels de guérison étaient courants pendant les fêtes, lorsque des guérisseurs spécialisés d'autres régions arrivaient. Ces guérisseurs combinaient connaissances médicales et pratiques religieuses, utilisant herbes, huiles et cérémonies pour traiter maladies physiques et spirituelles. Les danses sacrées étaient des spectacles impressionnants, où hommes et femmes vêtus de tuniques colorées et parés de bijoux représentaient des histoires mythologiques et recréaient les combats entre les dieux.
Ces danses pouvaient durer des heures et nécessitaient des années d'entraînement pour être exécutées correctement. La vie à Jéricho, il y a 3000 ans, n'était pas exactement paisible. À cette époque, la guerre était une réalité constante affectant tous les aspects de la vie quotidienne. Les habitants de Jéricho avaient développé un système militaire sophistiqué combinant stratégie défensive, diplomatie et alliance pour survivre dans un monde où la force déterminait qui prospérait et qui disparaissait. L'armée de Jéricho n'était pas une force professionnelle comme les armées modernes. C'était une milice citoyenne où chaque homme adulte avait l'obligation de défendre la ville en cas de besoin. De 18 à 50 ans, tous les hommes devaient participer à des entraînements réguliers et être prêts à répondre à l'appel aux armes. Les armes principales étaient celles que nous pouvons imaginer pour l'époque: arcs et flèches, lances, épées de bronze et de fer, haches de combat et frondes. Mais ce qui me fascine, c'est que beaucoup de ces armes étaient des outils agricoles adaptés au combat. Une hache pour couper du bois devenait facilement une arme mortelle, et les faucilles pour récolter pouvaient servir d'épée courbe. Les archers étaient l'élite de l'armée de Jéricho. Ils s'entraînaient depuis l'enfance et pouvaient tirer des flèches avec une précision mortelle à plus de 200 mètres. Leurs arcs étaient faits de bois flexible renforcé avec des tendons d'animaux, et les flèches avaient des pointes de bronze aiguisées pouvant transpercer la plupart des armures de l'époque. La stratégie militaire de Jéricho reposait principalement sur la défense depuis les murs. Les attaquants devaient non seulement surmonter la hauteur et l'épaisseur des murs, mais aussi affronter une pluie constante de flèches, pierres et huile bouillante lancées depuis le haut. Les espions et éclaireurs étaient essentiels à la défense de la ville. Ils maintenaient un réseau d'informateurs dans les caravanes commerciales et les villes voisines, rapportant les mouvements de troupes ennemies, les alliances militaires et les plans d'attaque. Ces informations parvenaient à Jéricho par des messagers empruntant des routes secrètes. Les alliances militaires étaient complexes et changeaient constamment selon les convenances politiques. Jéricho avait des traités de défense mutuelle avec d'autres villes cananéennes, mais ces traités pouvaient être rompus rapidement si une ville décidait qu'il était plus avantageux de s'allier à l'ennemi. Le système d'alarme de Jéricho était impressionnant pour l'époque. Il y avait des tours de guet placées stratégiquement sur les collines environnantes, pouvant communiquer entre elles par signaux de fumée le jour et feu la nuit. Quand une armée ennemie était repérée, l'alarme pouvait atteindre la ville en quelques minutes. Pendant les sièges, qui pouvaient durer des mois, les habitants de Jéricho avaient développé des techniques de survie, incluant un rationnement strict d'eau et de nourriture, des cultures d'urgence dans les cours intérieures et des systèmes de tunnels pour communiquer avec l'extérieur. Les tactiques de combat incluaient des pièges élaborés comme des fosses camouflées par des branches placées sur les chemins d'approche de la ville, et de l'huile bouillante versée depuis les murs sur les assaillants tentant d'utiliser des échelles ou des tours de siège. Les prisonniers de guerre devenaient des esclaves travaillant à la construction de défense, à l'agriculture ou aux tâches domestiques. Cependant, les chefs ennemis capturés étaient souvent exécutés publiquement comme avertissement à d'éventuels attaquants. Les femmes participaient aussi à la défense de la ville, surtout pendant les longs sièges. Elles préparaient des projectiles, soignaient les blessés, maintenaient l'approvisionnement en eau et nourriture pour les défenseurs et, dans les cas extrêmes, pouvaient prendre les armes pour défendre leur foyer. L'entraînement militaire commençait dans l'enfance. Les garçons apprenaient à utiliser des frondes en chassant des oiseaux et rongeurs, s'exerçaient avec des petits arcs et participaient à des jeux développant des compétences de combat comme la lutte, le saut et la course. Nous arrivons maintenant au moment le plus dramatique de l'histoire de Jéricho, cet événement qui a fasciné croyants et sceptiques pendant des millénaires, la conquête de la ville par Josué et le peuple d'Israël. Ce que nous allons voir ici n'est pas seulement une bataille militaire, mais le choc entre deux mondes complètement différents. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé, nous devons nous placer du point de vue des habitants de Jéricho à ce moment historique. Pendant 40 ans, ils avaient entendu des histoires sur ce peuple étrange errant dans le désert,
dirigé par un Dieu invisible qui avait vaincu la puissante armée égyptienne à la mer Rouge. Selon Exode, chapitre 14, Rahab, la femme qui cacha les espions israélites, dit à ses hommes dans Josué, chapitre 2, verset 9, « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays, car la terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. » C'était une terreur psychologique ayant miné le moral de la ville, avant même que l'attaque ne commence. Les habitants de Jéricho s'étaient préparés à un siège traditionnel. Ils avaient stocké des provisions pour des mois, renforcé les murs, distribué des armes à la population et établi des tours de garde constants. Ils étaient prêts à résister au type d'attaque qu'ils connaissaient, machines de siège, échelles, tunnels et blocus prolongés. Mais ce qu'ils virent les déconcerta complètement. Au lieu d'une armée normale, apparut une étrange procession religieuse. D'abord venaient des soldats armés, puis des prêtres sonnant des trompettes en cornes de bélier, puis l'arche d'alliance portée par des lévites, et enfin d'autres soldats. C'était du jamais vu. Pendant 6 jours consécutifs, cette procession fit le tour de la ville une fois par jour dans un silence complet, sauf pour le son des trompettes. Imaginez la tension accumulée à Jéricho. Les défenseurs étaient sur les murs, armes prêtes, mais il n'y avait rien à combattre. C'était une guerre psychologique, brisant les nerfs de toute la population. Le 7e jour fut différent. La procession fit 7 fois le tour de la ville, et au 7e tour, selon Josué, chapitre 6, verset 20, le peuple poussa un grand cri et le mur s'écroula. Les archéologues ont trouvé des preuves que les murs de Jéricho s'effondrèrent vers l'extérieur, ce qui est très inhabituel d'un point de vue militaire. Ce qui suivit fut dévastateur pour les habitants de Jéricho. Josué, chapitre 6, verset 21, dit qu'ils détruisirent tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, jeunes et vieux, jusqu'aux bœufs, aux moutons et aux ânes. C'était une guerre totale du genre courant à l'époque pour les conquêtes religieuses. Seule la famille de Rahab fut sauvée pour avoir aidé les espions israélites. Josué, chapitre 6, verset 25, nous dit que Josué laissa la vie à Rahab et à la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait. Et elle habita au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. La ville fut entièrement brûlée, comme nous le lisons dans Josué, chapitre 6, verset 24. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Les archéologues ont trouvé d'épaisses couches de cendres, confirmant qu'un immense incendie détruisit la ville à cette époque. Mais il y a un détail intéressant dans l'histoire. Josué maudit la ville pour qu'elle ne soit pas reconstruite, disant au verset 26 « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. » Et effectivement, la ville resta en ruine pendant plusieurs siècles. La destruction de Jéricho ne fut pas seulement une victoire militaire pour Israël, mais une déclaration théologique. C'était la démonstration que le Dieu d'Israël était supérieur à tous les dieux cananéens, y compris Baal et Ashéra que les habitants de Jéricho adoraient. C'était le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de cette région. Pour les Israélites, la conquête de Jéricho confirmait que Dieu accomplissait sa promesse de leur donner la terre promise. C'était la première ville importante qu'il conquérait à l'ouest du Jourdain, et sa chute ouvrait la voie à la conquête du reste de Canaan. Après ce fascinant voyage dans la vie à Jéricho, il y a 3000 ans, je reste pensif sur les leçons que nous pouvons en tirer aujourd'hui. Il est incroyable de voir comment une ville disparue depuis des millénaires peut nous enseigner autant sur la nature humaine, la survie et l'importance des décisions que nous prenons. La première leçon qui m'impressionne concerne l'importance de l'eau et des ressources naturelles. Les habitants de Jéricho bâtirent toute leur civilisation autour d'une source, et cette dépendance totale à une ressource naturelle me fait réfléchir à notre situation actuelle. Aujourd'hui, nous dépendons aussi de ressources limitées, mais nous les gaspillons souvent comme si elles étaient infinies. L'organisation communautaire de Jéricho m'interpelle également. C'était une société où la survie dépendait de la coopération. Les murs étaient entretenus par l'effort de tous. L'eau était distribuée équitablement,
et les fêtes renforçaient les liens communautaires. De nos jours, nous vivons souvent comme des îles, déconnectés de nos voisins et communautés. Le système religieux cananéen, bien que très différent du nôtre, nous montre comment les êtres humains ont toujours cherché des explications aux mystères de la vie et de la mort. Leur dépendance à de multiples dieux pour différents aspects de la vie reflète l'anxiété humaine de contrôler l'incontrôlable. La différence est que le Dieu d'Israël offrait une relation personnelle et éthique transformant non seulement la religion, mais toute la structure sociale. L'importance du commerce à Jéricho me rappelle que la mondialisation n'est pas nouvelle. Il y a 3000 ans déjà, un réseau commercial reliait tout le monde connu, et les villes sachant exploiter leur position stratégique prospéraient. Aujourd'hui, avec Internet et le commerce digital, les opportunités sont encore plus grandes pour ceux qui savent s'adapter. La fragilité des civilisations est une autre leçon puissante. Jéricho, une ville prospère et bien défendue, tomba en un jour. Cela me rappelle que peu importe à quel point une situation semble sûre ou établie, tout peut changer rapidement. La clé est de rester flexible et préparé au changement. Le rôle des femmes à Jéricho, surtout l'exemple de Rahab, nous montre que des décisions individuelles peuvent changer le cours de l'histoire. Rahab prit la décision de protéger les espions israélites, et ce choix non seulement sauva sa famille, mais la plaça dans la lignée du Messie, comme nous le voyons dans Matthieu, chapitre 1, verset 5. La guerre et les conflits étaient une réalité constante à cette époque, et malheureusement le sont toujours aujourd'hui. Mais l'histoire de Jéricho nous enseigne que la vraie victoire ne vient pas toujours de la supériorité militaire, mais d'être du bon côté de l'histoire et de Dieu. La valeur des traditions et la transmission du savoir entre générations étaient fondamentales à Jéricho. Les parents enseignaient à leurs enfants non seulement des métiers pratiques, mais aussi des valeurs, des histoires et une sagesse accumulée. De nos jours, nous perdons souvent cette connexion intergénérationnelle. La relation entre la foi et la vie quotidienne à Jéricho était totale. Il n'y avait pas de séparation entre sacré et profane. Tout, de l'agriculture au commerce, était imprégné de signification religieuse. Cela me fait réfléchir sur la façon dont nous compartimentons souvent notre foi comme si elle n'était que pour les dimanches. Enfin, l'histoire de Jéricho nous rappelle que Dieu utilise des personnes imparfaites pour accomplir ses desseins. Rahab était une prostituée. Les Israélites avaient été esclaves. Pourtant, Dieu les utilisa pour changer l'histoire. Cela me donne l'espoir que chacun, quel que soit son passé, peut faire partie du plan de Dieu pour ce monde. La vie, il y a 3000 ans à Jéricho, nous enseigne que si les temps changent, la nature humaine reste la même. Nous continuons à chercher sécurité, prospérité, sens et transcendance. La différence réside dans la façon dont nous répondons à ces quêtes et en qui nous plaçons notre confiance pour trouver les réponses.